Alors avant d'accueillir Paul Seabright, on me demande de vous faire part de deux petites informations. Comme Paul s'exprimera en anglais, si certains d'entre vous sont plus confortables en français, il y a des casques qui sont là-bas. Et puis Paul m'a dit également que toutes les questions peuvent être également en français. Et si vous pouvez les poser tout au long de son intervention, ça facilite le travail de nos étudiantes qui les traitent. Alors, cher Paul, vous êtes en France depuis 2000 et à Toulouse depuis plus de 10 ans, puisque vous avez été le premier à diriger le Institute for Advanced Studies, le laboratoire d'excellence imaginé par Jean Tirole, et que vous définissez avec votre facétie britannique comme the paramilitary wing of Toulouse School of Economics that launched threads deep into multidisciplinary territories as psychology, anthropology and so on. C'est donc en anglais que vous nous allez faire découvrir les narratives that help people to understand and accept the need for shared sacrifices. Compte tenu de votre humour, de votre éclectisme aussi dans vos recherches ou dans vos livres, que ce soit le dernier qui était consacré à la guerre des sexes ou le prochain qui sera sur la compétition entre les religions pour enchanter le monde. Nous avons hâte, cher Paul, de vous entendre, nous apprendre comment devenir maso, sauver la planète et garder le sourire. Merci Vincent. Merci à tous. Thank you for coming. I'm very aware that Merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être avec vous et je ne vais pas raccourcir la pause déjeuner, donc j'essaierai de faire bref. Alors, je ne vais pas vous casser les pieds avec des statistiques ou des choses qui peuvent être gênantes. Je vais vous parler d'histoires que nous nous racontons, d'histoires que nous racontons à nos enfants et d'histoires que nous racontent les politiques. Lorsque nous faisons des travaux de recherche, lorsque nous enseignons, nous disons à nos étudiants que les entreprises sont là pour fabriquer ou produire des choses qu'ils vont vendre. C'est intéressant, mais plus intéressant encore, c'est de raconter des histoires ou de dire des histoires, de narrer des choses qui nous fournissent une vision du monde. Et ça n'est pas évident. Je vais commencer par cette illustration, si vous le permettez. Comme c'est un homme qui transporte une valise, qui porte une valise, mais qui veut combattre un dragon. Donc, j'ai partagé cette illustration avec Jean Tirole et nous l'avons commentée. Mais elle symbolise ce que beaucoup de responsables d'entreprise font. Donc, ces gens de l'entreprise, ces hommes d'affaires peuvent porter une valise, porter une cravate et un costume. Mais ils gèrent. Mais il ne faut pas que gérer. Ils gèrent et ils dirigent. Et ils dirigent ou ils mènent un combat. Et dans les quelques minutes qui me sont imparties, je vais essayer de décoder certaines de ces combats contre les façons dont les gens vont essayer de les glisser dans les histoires qui sont contées, à tel point que ces messages sont en quelque sorte perdus tout au long de l'histoire ou de la narration. Bien. Au cours des dernières années, j'ai eu l'occasion de faire des recherches sur Google. On fait ça lorsqu'on cherche l'évolution des mots au cours du temps et l'évolution de leur sens. Et au cours des dernières années, tout ce qui touche à la façon dont on parle des choses joue un rôle de plus en plus prépondérant. Si vous vous souvenez de vos profs de littérature à l'école ou au lycée, vous vous rappelez probablement des périodes de la littérature qui en fait décrivaient un monde un peu imaginaire et ne décrivaient pas le monde lui-même.
Si nous évoquons Robert Shiller, il a commis un ouvrage qui s'intitule Narrative Economics, l'économie de la narration. Lorsque vous regardez certaines des revues économiques, plus de 9 des articles qui figurent cette fois-ci dans le numéro le plus récent comportent de ce que nous appelons en anglais des narratives. Et un parle de la naissance des nations et cet article rapporte l'augmentation considérable de la violence et d'incidents faits d'agressivité et de violence. Les économistes se sont penchés sur tous ces problèmes et tout ce qui est narrative, narration, etc., a l'intérêt d'un grand nombre de chercheurs, dont Jean Tirole d'ailleurs. Et tous ceux qui étudient toutes ces différentes disciplines, l'économie, mais également d'autres, deviennent familiers de ces sujets. Et il y a quelque temps, j'ai décidé de me lancer dans l'étude de ce que tout ce qui est narration comporte d'intérêt et ce que cela nous dit. Alors, qu'est-ce que cela comporte, ce mot narratives, narration? Cela comporte les histoires elles-mêmes. Mais les histoires, ça n'est pas que des histoires. Les histoires, ce sont des listes d'événements qui se déroulent selon une séquence, pas forcément chronologique, puisque dans les bons films, vous avez souvent des flashbacks. Donc, la séquence chronologique peut être interrompue, mais ça reste une séquence de toute façon, parce qu'il y a une logique. Les histoires ne portent pas uniquement sur des forces abstraites. C'est difficile de raconter une histoire, de faire une narration sur le climat. Par le passé, nos ancêtres parlaient des dieux du climat. On ne croit plus en ces dieux, mais on se bat tous pour essayer, à l'heure actuelle, pour essayer de comprendre le changement climatique et pour en faire en quelque sorte l'objet d'une narration. Donc, les histoires sont chronologiques et elles ont une structure. Une structure, ça implique des séquences qui font sens. Et donc, on a un début, un milieu et une fin. Et encore plus important, les événements se produisent pour une raison donnée. Si nous regardons ce qui se passe de par le monde, il y a des inondations, il y a des tremblements de terre, on en cherche les raisons, on peut trouver des explications scientifiques à un tremblement de terre, les plaques tectoniques, on sait ce que sont les inondations et on tente de dire que ces inondations peuvent être dues au changement climatique. Mais pourquoi le tremblement de terre a-t-il lieu là-bas? Pourquoi des gens vont-ils en mourir? Idem pour les inondations. Difficile de raconter une histoire qui fasse sens sur ce sujet. Et le fait que les histoires impliquent des événements qui se produisent pour une raison donnée produit donc un impact sur la façon dont nous pensons les choses et peut-être plus profondément que ce que nous le pensions. Nous avons des chercheurs à l'heure actuelle qui essayaient de rassembler, et ça a été le cas par le passé en Allemagne au 19e siècle, ça a été également le cas avec Campbell et d'autres. Fraser a écrit un livre sur le sujet et ce livre de Fraser a été très populaire au 19e. Et le sujet n'a pas surgi en quelque sorte avant l'ouvrage produit par Joseph Campbell intitulé « L'héros aux milliers de visages » et donc qui traite d'un thème, le combat du héros contre toute une série d'adversités. Et Campbell a travaillé pendant des années sur ce sujet. Lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur cet ouvrage et sur ses travaux et sur cette thématique, je me suis aperçu qu'il y avait des myriades d'objets, d'articles, pardon, et qui
traiter de ce sujet. Mais le mérite de Campbell, c'est qu'il a réalisé une espèce de cartographie des choses. Et nous avons aussi Christopher Bucca qui a écrit un ouvrage intitulé « Les sept complots fondamentaux ». Et vous pouvez imaginer que ce livre s'est bien vendu et à l'heure actuelle, l'industrie argue pour savoir s'il y a 7, 11 ou plus de 30 complots. Et le point essentiel, c'est que tous ces travaux que je viens de mentionner essaient de comprendre les structures des narrations, des histoires racontées par X ou par Y, et encore plus important, ils essaient de voir ce que ces histoires essaient de nous dire au-delà de ce qui est à portée de notre conscience. En fait, un des éléments importants de ces histoires, c'est qu'elles peuvent vous vendre une conclusion sans que vous n'en ayez conscience. Je reviens donc aux principales caractéristiques des narrations dans notre vie sociale. Donc, un des objectifs, c'est de motiver, par exemple. Donc, vous êtes ici dans une réunion. Est-ce que ce que l'on vous raconte va retenir votre attention? Vous savez pas si vous allez me dire oui ou non me concernant, mais moi je peux vous dire que oui. Un article a été écrit récemment qui explique qu'au Brésil, le message sur la réduction de la fécondité et qui est reprise dans un feuilleton populaire et qui eh bien passe mieux auprès de la population. Donc, vous arrivez à persuader la population ou les gens lorsque vous leur racontez une histoire. Mais au demeurant, mais par-delà ceci, vous pouvez capter l'attention. Et en troisième lieu, vous pouvez les convaincre. Donc, capter l'attention, c'est le premier élément. Ça ne suffit pas. Il faut pouvoir motiver et donner un sens. Si vous souffrez, vous acceptez mieux la souffrance si elle a un but, un objectif. Et je crois qu'on peut ici faire la comparaison entre les conditions de travail de certaines personnes au travail et la condition qu'ont à connaître des étudiants qui travaillent dans des restaurants pour gagner leur argent de poche, pour payer leurs études. Et dans les deux cas de figure, la souffrance a un but, va de pair avec un objectif et qui peut justifier un certain niveau de souffrance. Mais en revanche, si vous souffrez sans qu'il y ait vraiment un objectif posé à cette souffrance ou sans que vous ne puissiez la comprendre, là, les choses vont être différentes. Et donc, les histoires, ces narrations qui décrivent les souffrances, les douleurs, les difficultés, peuvent prendre en compte les objectifs de cette souffrance. Ça, c'est un point. Maintenant, tout ceci n'a pas été que décrit par des philosophes avant notre ère, philosophes grecs ou plus tard les philosophes latins, etc. En fait, je crois que tout ceci qui a été décrit par les philosophes de l'Antiquité ou avant notre ère est largement inscrit dans nos cerveaux de primates. Il existe donc des espèces de singes, mais de singes, des primates très très anciens qui ont fait l'objet d'études par des spécialistes des primates. Et j'ai eu l'occasion de montrer une vidéo sur le sujet à mes collègues. Et ces études ont montré que contre deux de ces primates participaient à une expérience et ils allaient être récompensés, mais de façon différente. Donc,
Voici le résumé que je ne peux pas traduire car la vidéo n'a pas une qualité suffisante et qui traite donc en résumé de cette expérience avec ces primates très anciens, les capucins, les singes capucins. Et les capucins ont tendance à rejeter ce qu'on appelle un salaire inégal. Et je vais vous décrire une expérience donc qui a été réalisée avec une collègue. Qu'avons-nous fait? Nous avons mis 2 capucins qui vivaient dans un groupe. On les a prélevés du groupe, on les a mis côte à côte et on a fait des tests. Ils avaient une tâche très simple à réaliser. On leur donnait du concombre et les 2 singes étaient tout à fait envieux, avaient tout à fait envie de faire l'expérience avec des concombres, même si nous, ça a d'autres connotations, ça nous intéresse moins. Donc, si vous donnez donc des raisins et non pas du concombre, des raisins à l'un et un concombre à l'autre, vous créez une inégalité. Si on voit celui qui est à gauche, c'est celui à qui on a donné du concombre. À droite, celui auquel on a donné du raisin. À gauche, donc, vous voyez que le singe consomme avec grand plaisir. Vous voyez, ça marche bien. Et regardez le deuxième. Attrape son grain de raisin. Ah, mais attention, celui de gauche le voit. Il prend son concombre, l'avale. L'autre est avec son raisin. Hop, il l'avale pas en fait, il le recrache au soigneur. Il est content de lui d'ailleurs. Alors, voyons, deuxième test. Concombre. Le concombre est donné. Et hop, voilà le concombre qui repart tout aussi vite dans l'autre sens. Ça, ce sont les gens de Wall Street qui protestent, je résume. Donc, ceci nous permet de faire passer 3 messages. Ceci n'a pas été inventé par Socrate, mais tout ce que je vous dis est inscrit dans notre cerveau primitif. Et donc, nous avons une part de persuasion au sein de notre cerveau de primate. Donc, 3 messages clés. Une histoire qui est réussie va récompenser après un certain niveau de sacrifice d'un point de vue scientifique. Vous allez vous dire, mais à quoi ça sert cette histoire? Pourquoi vous nous dites ça? Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Vous avez des choses positives, des choses négatives, des choses bien, des choses mal. Est-ce que ce qui est bien doit passer avant ce qui est mal, etc. Moi, je vous dis, tout ça, ça compte. Je vous ai parlé de séquences événementielles. Eh bien, cette séquence entre les événements peut avoir des bonnes choses au début, des mauvaises choses à la fin. S'il y a des bonnes choses au début et à la fin, avec le même mode de répartition, à ce moment-là, le niveau de bonheur va être plus élevé. D'autres choses, d'autres détails vont compter. Cela dépend du rythme auquel l'histoire se déroule. Il faut qu'elle se déroule avec une espèce de façon assez lisse et vers une fin positive. Et parfois, vous avez des histoires qui ne réussissent pas, qui ne parviennent pas aux objectifs. Voici ce type de photo. Ce qui est écrit là concerne la déception, la colère de certains qui ont dit on s'est battu toute notre vie, on attendait une récompense. Cette récompense nous est niée, ne nous est pas accordée. Alors, nous nous trouvons dans une situation, je peux avoir mon point de vue sur le sujet, mais nous avons donc là l'illustration de ce qui s'est passé. L'histoire qui a été racontée ne correspond pas à l'histoire que les gens ont dans la tête, les gens qui ont défilé dans la
rues n'ont retenu que la fin de cette histoire. Et l'histoire n'aurait pas pu être réussie, n'aurait jamais pu être réussie et n'a pas pu être réussie parce qu'elle n'a pas été restructurée à l'image ou à la lumière, à la lumière d'une récompense à venir. Donc, je vous explique là ce que les chercheurs disent eux aussi et en expliquant ce qui ne fonctionne pas au sein de la société. Ça, c'était une illustration parmi tant d'autres. Deuxième message clé, le sacrifice n'est acceptable que s'il est partagé et par tous. Vous avez vu des photos de ce type récemment ou dans les derniers mois. La plupart des personnes qui ont assisté ou qui ont vu le début de l'invasion, de l'agression de la Russie en Ukraine se sont dit que la résistance s'organiserait d'une façon qui n'a pas été d'ailleurs celle qui s'est déroulée. Comment les Ukrainiens auraient répondu, auraient réagi, si le président Zelensky n'était pas resté en Ukraine, s'il avait fui aux États-Unis ou ailleurs, quels auraient été les bénéfices récoltés par lui? Je pense que ça aurait été bien pire que des morceaux de concombre qu'avait eu un des singes capucins. Et donc, l'ennemi, pour revenir à cette illustration de l'Ukraine, doit être envisagé donc de façon tangible, de façon visible. C'est vrai pour la politique, les événements politiques, c'est vrai aussi pour le climat. Voici Nigel Farage, politicien britannique, et avec cette affiche, et il pointe tous ces milliers de réfugiés qui essaient de rentrer en Europe. Et des centaines de milliers de réfugiés qui peuvent être considérés comme des ennemis, comme le laissait passer cette illustration, cette affiche précédente. Ici, nous en avons une deuxième avec Trump qui montre tout un graphique, un histogramme portant sur les réfugiés syriens qui rentrent aux États-Unis. À ce moment-là, les réfugiés, ils sont considérés comme des ennemis de façon négative. Donc, alors, que se passe-t-il maintenant des histoires qui sont écrites, des narrations qui sont faites dans le domaine de l'intelligence artificielle? Nous vivons dans un monde dans lequel les gens se battent, sont en compétition pour produire des histoires. La compétition y fait rage. Et j'espère que demain, l'avenir deviendra beaucoup plus inspirante que ce qu'elle l'a été parfois par le passé et l'est encore aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Bravo Paul. Il nous reste quelques minutes pour prendre 2 ou 3 questions de la salle. Il y en a une qui arrive là, donc en anglais. Why capitalist and mass? Pourquoi le capitalisme et la consommation de masse sont des narrations qui font encore la une ou qui sont un grand succès par rapport au changement climatique? J'aime bien votre question, mais je dirais qu'il ne s'agit pas d'histoire. Le capitalisme, c'est un système. Capitalisme de masse, c'est un système qui nous est vendu grâce aux narrations, aux histoires qu'on écrit dessus, aux narrations qu'on a fait. Le capitalisme, bien sûr, était très populaire à la fin du 19e siècle et il y a eu d'immenses ouvrages qui ont été publiés sur le sujet à l'époque et certains d'ailleurs ont fait fortune en écrivant ces ouvrages. Il était populaire à l'époque de penser que le capitalisme, c'était que le droit de chacun consistait à pouvoir travailler et gagner de l'argent. Et petit à petit, la notion de capitalisme est devenue beaucoup plus sophistiquée. On l'a appliquée aux entreprises, etc. Et je pense à Henry Ford qui organisait une cérémonie tous les ans. Il y invitait tous les ouvriers, les employés de l'entreprise. Et
ils assistaient à cet événement et ils se regroupaient autour d'une marmite appelée melting pot, creusée en d'autres termes, et ils s'habillaient avec des costumes arméniens, bulgares, etc. Au départ, puisqu'ils portaient ces costumes, ils leur ont demandé de porter ces costumes, puisque ça illustrait leur origine. Mais on leur demandait juste après de se vêtir d'un costume typiquement américain, mais un costume qui illustrait leur succès. Donc, en d'autres termes, pour répondre à votre question, je dirais ne pensez pas au capitalisme en termes de consommation de masse en tant que narration. Ce sont des systèmes qui sont vendus par les histoires que nous écrivons autour de ces concepts ou de ces systèmes. Et ceci est valable pour les États-Unis, bien sûr, comme je le disais, et d'ailleurs, n'oublions pas que des milliers et des millions d'Américains ont bénéficié de ce système capitaliste. Mais et d'ailleurs, tous les systèmes reposent sur la narration, l'histoire qui en est écrite ou qui en est faite. Et les politiques sont là d'ailleurs pour utiliser la chose. Cela ne conduit-il pas à une vision binaire et simpliste du monde? Yes. So, je réponds en français? Tout à fait. Donc, en ciblant des ennemis, cela ne conduit-il pas à une vision binaire et simpliste du monde? Tout à fait. Et c'est justement le problème que nous avons dans un monde où on essaye de nous vendre des récits qui dépendent de la possibilité d'identifier un ennemi, souvent un ennemi extérieur, ça peut être des immigrés, ça peut être des méchants par-ci et par-là. Comment répondre? Surtout, il ne faut pas juste essayer de négliger, faire comme si rien ne se passait. Parce que il y a des entrepreneurs dans le domaine de la politique, dans le domaine des médias, etc., qui vont vendre ce genre de récit et qui vont réussir à le faire avaler par beaucoup de monde. Si on essaye de faire comme si rien n'allait, nous allons perdre la discussion, nous allons perdre le débat, nous allons peut-être perdre toute la concurrence pour une vision saine du monde et du bien commun. Le grand challenge pour nous, c'est de dire que le bien commun peut trouver un moyen de réconcilier les ennemis. C'est-à-dire, le bien commun consiste à transformer peut-être quelqu'un qui se présentait comme ennemi en ami. Donc il y a des récits de réconciliation qui peuvent aller au-delà de cette vision binaire et simpliste. Mais vous avez tout à fait raison, la personne qui a posé la question, c'est très dangereux, mais contre un danger, la réponse n'est pas d'essayer d'oublier ou de passer à côté. C'est de s'armer, d'être conscient de l'importance de ce danger et de préparer sa riposte. Alors pour la dernière question, je ne vais pas passer par notre système de QR code. J'en profite pour remercier les étudiantes qui ont centralisé toutes les questions et qui vont continuer à le faire. C'est une question très personnelle. Je sais bien, vous l'avez dit, vous n'êtes pas consultant en narrative, mais je voudrais revenir une seconde sur cette notion de reward after sacrifice, la récompense après le sacrifice. Je prends un exemple que je connais très bien, de quelqu'un qui aime délicieusement la viande rouge et qui aura vraiment du mal à s'en passer, mais il culpabilise quand même un peu d'aimer la viande rouge. Ou la même personne qui se trouve avoir ses petits-enfants au Mexique et qui vit, lui, en France. Bon, il a envie d'aller voir ses petits-enfants, mais il culpabilise de dépenser effectivement son quota de CO2 en un seul voyage aller. Quelle récompense, Paul, vous allez lui proposer dans votre narratif pour qu'en fait, il renonce à ces plaisirs dont on a tous besoin? En fait, votre question tombe très bien parce que je reviens avant-hier des Pyrénées où j'ai passé 5 jours dans un stage de jeûne et randonnée et je sais ce que c'est de ne pas manger pendant assez longtemps et je connais très bien les récits qu'on se fait à longueur de journée, je n'exagère pas, sur pourquoi est-ce que je fais ça et qu'est-ce
quelle va être ma récompense? Donc, première chose, et ça c'est entre parenthèses, je peux vous assurer que le goût des légumes simples quand on n'a pas mangé est extraordinaire. Votre sens d'odorat est aiguisé et vous arrivez avec une gourmandise et avec une volupté devant ce plat que vous n'avez pas eu le droit de manger depuis très longtemps. Donc, bon, bref, ce n'est pas une réponse à votre question, mais en fait, ça me parle. Et là, vous voyez juste aussi en aparté. Alors, j'ai fait ce que font les vendeurs de narratifs. Je n'ai pas répondu à la question telle qu'elle a été posée. J'ai transformé ça en prétexte pour vous raconter une histoire. Ça, je ne suis pas homme politique, mais c'est ce que font les hommes politiques bien mieux que moi. Pour répondre à votre question, effectivement, je pense que la notion on va dire, de sacrifice en consommation pour l'avenir doit être abordé de manière différente. Si on dit à tous les consommateurs qu'en gros, toutes leurs envies sont coupables, toutes leurs envies sont des choses dont ils devraient sentir une culpabilité, ça ne va jamais marcher. Plutôt proposer des plans, par exemple, où en réduisant sa consommation de viande pendant un certain temps, on s'arroge le droit d'en bénéficier et d'en manger avec volupté, sans le moindre culpabilité, parce qu'après tout, la vie est belle. Et certains de mes collègues disent non, il ne faut jamais manger de viande. Je ne suis pas d'accord, non pas parce que ce serait pas mieux, mais parce que j'en suis pas capable. Moi, j'aime beaucoup la viande, j'essaye de réduire ma consommation de viande, et je sais que ce qui marche pour moi, et ce n'est pas une justification, c'est juste un constat, ce qui marche pour moi, c'est de réduire en espérant me récompenser avec de la joie, avec de la fête, et à la fin. Eh bien, c'est une conclusion parfaite à 12h30. Merci beaucoup, Paul. Et nous nous retrouvons à 14h30 pour parler inflation. Là encore, des sacrifices. Merci. Merci.